Le boulet et l'exclu. Quand la naissance expulse le sujet du lien. À sa naissance, sa mère lui lance « Tu es sorti comme un boulet », exprimant à la fois le poids qu'il représente et la violence de son arrivée. La naissance ici est un rejet. Cette parole maternelle cristallise déjà plusieurs dimensions de la violence inaugurale. Lorsque naît sa sœur cadette, il est confié dès le premier jour à une famille d'accueil. Il n'y avait pas de place pour trois, justifie-t-on, la fille unique du père était choyée et sans rivalité. Pour la mère, il devient l'objet idéal pour attiser la jalousie du père. Pour le père, il restera le rival rejeté. Livré à l'institution, l'enfant subit un viol qu'il refusera toute sa vie d'évoquer. Les seuls contacts physiques qu'il connaît sont les coups de son père. Ces violences le maintiennent paradoxalement en vie, mais non pas comme un être aimé. Il n'est jamais investi comme sujet, mais comme instrument, ni objet d'amour, ni objet de désir sexuel, seulement support de douleur. Il rejette toute forme d'amour, développe une perversion des liens. Manipulant, transgressant, sans honte ni morale, comme si l'agresseur s'était approprié son identité perdue. En grandissant, il s'énivre et développe une dépendance affective extrême envers les femmes, le seul lien qu'il puisse croire d'accepter. Une violence effractive, évidemment, liée à l'accouchement, semble vécue comme une déchirure insupportable du dedans, un traumatisme corporel qui signe une impossibilité à accueillir pour la mère. Le bébé n'est pas accueilli dans la symbolisation maternelle, il est expulsé du mythe familial. Il y a aussi une triangulation impossible. La fille préférée du père, sa non-rivale. Lui, le garçon, est perçu comme un rival par le père, comme un instrument de pouvoir par la mère, objet pour attiser la jalousie. Le garçon n'est pas un sujet d'amour, mais un objet manipulé entre les deux parents. Il y a donc une exclusion du lien familial. Il a été confié à une famille d'accueil dès la naissance du cadet, expulsé du nid. Il n'y a pas de place dans la scène primitive. Le foyer devient le lieu de la perversion et du viol. Ce n'est pas tant un passage à l'acte qu'un effacement de l'être. Ce qui ne peut se dire reviendra dans le corps, dans les actes et dans le lien perverti. Les concepts théoriques associés, évidemment, le moi abîmé, parasité, Ferenczi et Green, le sujet ne peut construire un moi cohérent, le trauma originel et la disqualification parentale empêchent toute stabilité narcissique. André Green parle de pulsion de mort blanche, ni cri, ni plainte, seulement la désaffection. Identification à l'agresseur, on fera référence à Ferenczi et à Torok. L'enfant s'identifie à l'agresseur comme seule solution psychique de survie. Il devient celui qui fait mal, plutôt que celui qui a mal. Les cryptes et les fantômes, avec Abraham et Torok aussi. Les paroles interdites, les traumatismes tues sont ensevelis dans la psyché sous forme de cryptes. Le viol est tu et non symbolisé. Il agit comme un fantôme intérieur. Il habite et parle à la place du sujet. Évidemment, la perversion narcissique avec Racamier, le sujet développe une relation perverse au lien, il jouit de la domination, manipule, joue avec les affects des autres comme s'il voulait faire payer au monde le rejet fondateur. Les extraits littéraires associés, on dira Jean Genet, Journal du voleur, le malheur est une espèce d'aristocratie, celui qui l'a traversé peut se permettre toutes les transgressions. Ou encore Bernanos, sous le soleil de Satan. Il n'était pas méchant, il était dépossédé. Il obéissait à une loi qu'on lui avait gravée dans le dos. Elephant Man de Gus Van Sant sur la fascination du vide, le mutisme du trauma et l'identification à l'agresseur. Alors évidemment que là, c'est un patient dont il faudra accompagner l'émergence de la parole traumatique et sans forcer. Mettre des mots sur les cryptes, ce qui ne peut se dire, peut s'écrire ou se rêver ou se représenter. Travailler sur la tolérance à la haine du sujet, honte, rage et rejet de l'amour. Tenter de reconstruire une enveloppe psychique contenante, ancrer le patient dans un récit symbolisable où il redevient sujet de son histoire. Et puis il y a la perversion parentale. Quand on instrumentalise l'enfant, la mère utilise son fils pour attiser la jalousie du père, l'enfant cesse d'être un sujet à éduquer et devient un outil de manipulation affective entre les adultes. Et tout à fait une absence de bienveillance. Ni l'un ni l'autre parent n'accueillent le désir de leur fils. Ils en ont fait un objet jetable. Tu es sorti comme un boulet, pas de place pour trois.
violant ainsi la fonction protectrice et contenante de la parentalité. Quant à lui, évidemment, sa perversion, c'est de s'être identifié à l'agresseur. Privé d'amour et frappé, il reproduit la logique d'une domination. Il exerce à son tour sur le lien une puissance agressive, manipulant et transgressant sans honte, comme si c'était approprié la jouissance cruelle de ses bourreaux. Et aussi un refus de l'amour. Sa perversion n'est pas d'abord sexuelle, mais relationnelle. Il rejette tout investissement affectif authentique, préférant la mise à l'épreuve et le contrôle, signe d'une fragilité éthique et d'une jouissance sadique dans la transgression. Là, on s'appuiera encore sur Acamiel, qui définit la perversion comme la reproduction d'un discours et d'actes qui font de l'objet non pas un partenaire de plaisir, mais une réceptacle où s'exerce seul le primat de la pulsion. L'enfant a été successivement instrumenté, frappé, violé, puis il devient lui-même le maître de la manipulation de la souffrance. C'est la boucle perverse. Le victime s'identifie à son agresseur, fait du lien un lieu de jouissance morbide et refuse toute forme de réciprocité affective. L'usage compulsif des sites de rencontre, la multiplication des partenaires et l'évitement de tout engagement sérieux prennent ici tout leur sens clinique. Ils sont l'écho contemporain, numérique, de la perversion relationnelle et de la blessure primale décrit dans ce cas. Évidemment, la question sera, où est sa place ? Il a été quand même jeté du nid à sa naissance, instrumentalisé pour la rivalité parentale, exclu du lien maternel. Cet homme n'a jamais pu s'inscrire comme sujet désiré dans un espace relationnel stable. Les applis de rencontre lui offrent un territoire liminal où il peut enchaîner les rencontres sans jamais devoir demander ni recevoir un engagement. Il y conserve la posture de l'objet jetable, reproduit le schéma maternel. Il se fait bouler pour l'autre avant que l'autre ne puisse être boulé pour lui. On est devant une répétition perverse et un contrôle du lien, comme dans l'enfance. Il manipule ses partenaires, disparaît ou bloque au moindre risque d'intimité. Il se nourrit de l'anxiété de l'autre. Il évite de donner sa vraie place en maintenant le lien à distance. C'est une forme de perversion relationnelle. Chaque rencontre est un objet d'expérimentation de pouvoir et non une possibilité d'échange réciproque. L'évitement d'engagement préserve la jouissance sadique, celle de n'être jamais vraiment touché ni touchant. Il y a aussi évidemment une peur de l'abandon et une dette de vie. Il y a une dette de vie, vivre alors que le lien original a été tué. Plutôt que de rencontrer l'autre comme un partenaire légitime, il privilégie la fuite en avant, diversification des partenaires, pour ne pas se confronter à la terrible question « suis-je digne d'une place dans la vie de quelqu'un ?»